Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au loft de l'OL. Vous le savez, hier je l'avais évoqué dans ma vidéo de débrief de la défaite face à Rennes. Eh bien, l'OL a mis en place un loft, ça c'est depuis un petit moment, mais la grande nouveauté c'est que Ryan Cherki a intégré ce loft. Un loft, ça consiste à mettre un groupe de joueurs en dehors du groupe professionnel avec ses propres installations, etc., etc. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que le loft, ce n'est pas forcément une nouveauté à l'OL, puisque ça a déjà existé. Ensuite, je m'interrogerai sur les contours juridiques du loft. Vous allez voir que la situation n'est pas du tout la même pendant la période de mercato estival et ensuite pendant la saison. Tout ça est codifié, donc on va regarder ça. On va s'interroger sur l'utilité et l'efficacité de ce loft. Et ensuite, on terminera par les infos d'Hugo Guimet ce matin dans l'équipe qui nous donne des nouvelles, alors je vous le dis tout de suite, pas forcément rassurantes, sur les sorties de joueurs. Alors vous le voyez, le loft existe à l'Olympique Lyonnais depuis 2013. Peut-être vous vous en souvenez, les plus jeunes sans doute pas, mais moi je m'en souviens parfaitement puisque Jean-Michel Aulas avait mis Bafé Gomis dans le loft. En fait, Aulas était énervé puisque Gomis ne voulait à la fois pas prolonger, mais ne voulait pas non plus accepter les propositions qui arrivait sur la table du club. Et donc Jean-Michel Aulas se dit on va perdre du pognon sur Gomis s'il va au bout de son contrat. Donc Gomis a été mis dans le loft et vous allez voir que Jean-Michel Aulas ne voulait absolument rien céder. Et vous allez voir aussi qu'une nouvelle fois, il a tenu promesse. Après nous avoir rappelé qu'il y avait eu un refus de la part de Gomis de rejoindre Kazan, Istanbul et même Swansea, Jean-Michel Aulas dit qu'il y a d'autres propositions en cours de discussion. Il est interrogé sur beIN Sport sur l'éventualité de réintégrer Gomis si aucun club ne parvenait à un accord. Et là, Jean-Michel Aulas, il a dit « Alors là, non, il n'y aura pas de changement. La morale est que si l'OL doit perdre beaucoup d'argent sur ce dossier, il le fera. » Par ailleurs, le dirigeant rhodanien a profité de la tribune qui lui était donnée pour faire savoir que le chiffre d'affaires de son club sur l'exercice 12-13 était de 137 millions et que l'OL n'était pas en si mauvaise santé financière qu'on voulait bien le faire croire. Vous voyez que les problèmes de pognon, ce n'est pas nouveau à l'Olympique Lyonnais. Donc vous avez vu Jean-Michel Aulas, il n'y aura pas de changement. La morale est que si l'OL doit perdre beaucoup d'argent sur ce dossier, il le fera. Donc, à l'évidence, Gomis, sur la saison qui a suivi, 2013-2014, n'a évidemment pas été réintégré au groupe. Sauf que il y a les paroles, il y a les actes, il y a la réalité du terrain, il y a la réalité financière et Gomis est resté inflexible, il a passé tout l'été dans le loft et il a été naturellement réintégré au mois de septembre. Il a d'ailleurs joué 33 matchs cette saison-là en marquant 14 buts et une passe décisive, donc vous voyez. Et ensuite, il est parti à Swansea gratuitement sans doute en prenant une prime à la signature. Donc vous le voyez, ceux qui pensent que les joueurs partent quand le club le décide, ce n'est pas du tout le cas. Un transfert se fait si les deux clubs, l'arrivant et le partant, sont d'accord et si le joueur l'est aussi. Sachez qu'il y a des contrats qu'il faut les respecter et que les joueurs ont la main. Ça agace certains supporters, mais selon moi, il est tout à fait normal que les contrats soient respectés. Alors passons rapidement, je ne vais pas vous embêter avec ça, avec le cadre légal. Et un article de 2012 nous explique quelles sont les limites des clubs en matière de loft. L'article avait été pondu tout simplement parce que Draxler et Wijnaldum avaient été mis dans le loft au niveau du Paris Saint-Germain et le LOSC de Marcelo Bielsa avait mis carrément 11 joueurs dans le loft, c'est pour vous dire. Donc on va voir un petit peu les règles. Alors excusez-moi, c'est un petit peu bouffé sur la gauche, mais en gros, on nous dit que l'article 507 de la charte du football professionnel fixe le cadre juridique des lofts qui sont légaux,
Mais vous allez voir que la légalité varie selon la période de l'année. Pour faire simple, pendant le mercato d'été, donc en gros du 1er juillet au 31 août, les clubs ont globalement les mains libres. Ils peuvent mettre en place un loft, mais ils doivent donner un accès aux vestiaires, aux infrastructures d'entraînement, aux soins médicaux et de proposer des horaires d'entraînement qui sont compatibles avec la santé du joueur. On ne peut pas mettre un entraînement à 3h du matin pour casser les pieds du joueur et qu'il prenne la poudre d'escampette. Mais on nous dit aussi qu'à partir, et ça c'est très important, à partir du 1er septembre, les choses changent jusqu'au 30 juin. Donc vous voyez ici, on nous dit, alors peut-être que ça a changé, mais je ne pense pas, que donc pour le mercato d'hiver, que jusqu'au 30 juin, dans cette période, les conflits et les abus arrivent. L'article 507 rappelle qu'ils ont le devoir de donner à leurs joueurs professionnels sous contrat les moyens de s'entraîner pour permettre d'atteindre ou de conserver un niveau de conditions physiques suffisant à la pratique du football professionnel en compétition. Passé donc les 2 mois de l'été, les lofts sont légaux, les clubs doivent donc réintégrer les joueurs aux entraînements du groupe pro ou, à défaut, et là c'est très important, dans un second groupe d'entraînement composé d'au minimum 10 joueurs. C'est-à-dire que si vous faites un loft, il faut au moins 10 joueurs dans le loft et vous devez les entraîner comme tous les autres pour qu'ils soient en mesure de pratiquer un football de compétition. Donc vous voyez qu'à partir du 1er septembre, vous êtes embêté. Pour la Ligue 2, c'est seulement 8 joueurs. Mais vous voyez que si vous créez un loft, en fait, vous vous tirez un petit peu une balle dans le pied. Vous vous tirez une balle dans le pied sur plusieurs aspects. Bon, déjà, vous allez créer un groupe de joueurs mis à l'écart. Ces joueurs-là peuvent avoir des potes dans le groupe principal et que ce soit très très mal vécu. Par exemple, je suis curieux de savoir la réaction d'un Lacazette, d'un Lopez, d'un Tolisso avec un Ryan Cherki dans le loft. Je pense que ça ne va pas super bien se passer. Idem pour Lovren. Enfin bon, ça à la limite. Dès lors que les autres règles sont respectées, on ne peut pas dire grand-chose. Évidemment, des joueurs dans un loft, on peut penser quand même que ce n'est pas des joueurs qui sont très désirés par le club. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Donc, vous espérez aller toquer à la porte des autres clubs en leur disant « Oh, regardez, là, j'ai des super joueurs disponibles. Est-ce que ça vous intéresse ?» Ah bah oui, mais ils sont où ? Ils sont dans le loft. Et Lovren et Diomandé. Ah bah ils jouent plus depuis quasiment 1 an. Oui, d'accord, ok. Donc ça, c'est les mecs que vous voulez me vendre. Donc à mon avis, vous partez mal. Concernant Ryan Cherki, il a été extrêmement peu utilisé en équipe de France olympique. Il a été refusé par 3 clubs importants, le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Il revient dans son équipe de cœur, entre guillemets, et on lui dit, écoute mon coco, tu vas au loft, est-ce que c'est le meilleur moyen de valoriser votre actif ? Est-ce que c'est le meilleur moyen de lui trouver une porte de sortie ? Est-ce que c'est pas aussi le meilleur moyen de braquer le joueur ? Moi, personnellement, ça me braquerait. Si vous me mettez dans un loft, je pense que je vais mal le prendre. Et donc, on peut penser que plusieurs de ces joueurs disent « Ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'on est traité. Écoutez, les mecs, on ne va pas essayer de vous arranger. On va rester jusqu'au dernier jour de notre contrat et on prendra jusqu'au dernier euro. » Si on prend le cas de Ryan Cherki, lui, je pense, alors peut-être se fait-il des illusions, qu'il se voit comme un joueur d'un certain niveau. Et Hugo Guimet nous dit « Crystal Palace est venu faire une proposition apparemment et Fulham est venu faire une proposition et Cherki ne veut pas y aller. » Écoutez, Ryan Cherki, s'il va à Fulham, s'il va à Crystal Palace, ces équipes-là en Première Ligue n'ont aucune chance d'aller en Coupe d'Europe. Ce qui veut dire que s'il signe pour 4 ans ou 5 ans avec ces équipes-là, il fait une croix sur le fait de jouer une Coupe d'Europe dans les années où il sera là-bas. Donc je ne vois pas ce qu'il irait faire là-bas, très sincèrement. Deuxième chose, lui, il a encore une seule année de contrat. Dès le mois de janvier, il va pouvoir signer avec un autre club. Il sera gratuit, sans indemnité de transfert. Il pourra renégocier son salaire si le salaire fait ticker dans un nouveau club.
Et là, il aura un choix évidemment beaucoup plus important. Visiblement, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont prêts à mettre 15 millions pour Ryan Cherki et en plus un salaire très important. S'il prend une prime à la signature et qu'il est gratuit, entre guillemets, gratuit, parce qu'effectivement, il faut payer le salaire, mais peut-être acceptera-t-il, en tout cas dans un premier temps, un salaire moins important, indexé sur la performance, etc., etc. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas l'intérêt de Ryan Cherki d'aller à Fulham ou à Crystal Palace. Alors que dans un an, c'est quand même un jeune joueur. Eh bien, dès le mois de juin, il pourra, enfin même dès le mois de janvier, il pourra signer où il veut. Donc ça n'aurait aucun sens pour lui d'accepter d'aller dans un club où finalement il ne se voit pas un avenir à long terme. Je pense qu'il a d'autres ambitions et que ces clubs-là ne sont pas en adéquation avec ses ambitions. Après, là, je ne fais que décrire une situation. Je ne me permettrai pas de juger ses choix de carrière. Il fait bien ce qu'il veut, mais en tout cas, je pense que le mettre dans un loft, ça ne va certainement pas aider à son départ. En tout cas, je ne pense pas. Peut-être que je me tromperai, que je me trompe. Peut-être que dans 2 semaines, il aura signé à Fulham ou à Crystal Palace. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une mauvaise stratégie. Et en plus, je dirais que dans un avenir très proche, je me dis, vu ce qu'on a montré à Rennes, un Ryan Cherki qui vient du banc pour mettre un peu le feu sur le terrain, je pense que ça n'aurait pas été inutile contre Monaco, mais aussi à Rennes. Je rappelle par exemple qu'un Mateta qui lui a joué les JO, il était sur le terrain avec Crystal Palace, donc je ne comprends pas qu'un Ryan Cherki n'était pas présent, sachant que lui a peu joué et que c'est un jeune joueur. Je vois pas pourquoi il n'était pas là à Rennes, mais ça c'est un autre problème, mais qui me laisse un petit peu interrogatif sur la manière dont le club est géré en ce moment. L'autre danger très important de créer un loft est d'annoncer d'une certaine manière que vous avez besoin de vendre ces joueurs, qu'en plus a fuité dans la presse que vous deviez vendre pour 100 millions d'euros. Et bien évidemment, beaucoup de ces joueurs qui sont dans le loft ont vocation à aller dans des petits championnats ou dans des clubs de Ligue 1, voire de Ligue 2, ne nous voilons pas la face. Et les salaires des joueurs de l'Olympique Lyonnais ne sont pas compatibles déjà avec la Ligue 2, donc ça, je pense qu'il faut l'oublier. Et les petits clubs de Ligue 1, petits clubs, je dirais, en termes de budget, eh bien, prennent de plein fouet, évidemment, la baisse des droits télé. Donc, aucun d'entre eux, alors peut-être un petit peu comme Le Penant, certains seront contents de se faire prêter un joueur comme Le Penant, voire même un joueur comme Diomandé, mais après, il y a le problème du salaire. Donc, réussir à transférer définitivement ces joueurs-là, ça me paraît extrêmement compliqué. Autre cas, celui de Lovren, avec son salaire absolument gigantesque. Si le club ne trouve pas une porte de sortie avant la fin du mercato, je pense qu'ils vont lui racheter son contrat. Concernant Amin Sarr et Akouokou, eux ont encore 3 ans de contrat, donc vous imaginez bien qu'on ne peut pas les laisser dans un loft pendant 3 ans. Je pense que John Textor va leur proposer Molenbeek et Botafogo, enfin encore Botafogo, c'est pas sûr. Mais je ne pense pas qu'ils vont aller jouer en D2 belge. Enfin bon, bref, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'horizons qui sont bouchés. Moi, je regrette un petit peu qu'on ne redonne pas sa chance à Amin Sarr, qui a un profil qu'on n'a pas parmi les attaquants, c'est-à-dire un joueur de grande taille qui est très bon de la tête, enfin très bon, qui est bon de la tête. Et bon, à Koukou, là par contre, je pense que c'est une cause perdue et qu'on va le traîner quand même assez longtemps. Donc le fait d'annoncer et de montrer en plus que vous avez besoin de vendre ces joueurs, bien évidemment, c'est du petit lait pour les clubs qui seraient intéressés et qui vont arriver. Eh bien, le mercato français se termine le 30. Donc ils vont arriver le 29 août, le 30 août, et qui vont dire « Cherki, vous voulez toujours le vendre ? Bon, on vous propose 10 millions. » Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait ? Moi, 10 millions, je le garde, personnellement. Je le garde au moins jusqu'au mois de janvier, en attendant l'arrivée d'Almada. Ils vont venir Diomandé. Ah, Diomandé, vous voulez toujours le vendre ? Bon, allez, 2 millions. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, sur le plan de la tactique de vente, c'est envoyer des très mauvais signes et finalement devenir un peu tributaire des offres. Et donc, c'est toujours pareil, loi de l'offre et de la demande. Si vous avez peu de demandes, vous êtes obligé de... peu d'offres, pardon. Vous êtes obligé de baisser vos prix.
Alors, dans l'article paru ce jour, Hugo Guimet nous donne des nouvelles, entre guillemets, par rapport aux indésirables. Et ne sortez pas les cotillons, les langues de belle-mère, parce que jusqu'à présent, absolument aucune offre pour les indésirables. On a entendu hier dans Tant qu'il y aura des gones, Razik Brick nous dire que Diomandé avait eu une offre de la J Auxerre, mais qu'il a refusé. Diomandé, qui est mis au placard depuis quasiment un an, qui est mis dans le loft, croyez-moi, il ne fera aucun cadeau et il ne partira que s'il a une belle proposition. Donc voilà, je dirais qu'en termes de tactique, là encore, c'est potentiellement un échec. Au niveau de Cherki, donc les fameuses propositions de Fulham et de Crystal Palace. Concernant Cacré, le club, l'entourage du joueur pense qu'il y aura des offres en toute fin de mercato. Donc on va regarder ça évidemment avec intérêt. Mais après, en termes de calendrier du mercato de l'été, on peut quand même s'interroger, puisque finalement, si ces joueurs partent tardivement, est-ce que vous aurez la capacité de recruter, parce que si Cacré s'en va du milieu de terrain, alors là moi je dis au secours, hein. Je sais qu'il n'est pas très apprécié, mais si Cacré part, qu'il n'est pas remplacé, alors là je trouve que on fait un plongeon total dans ce milieu de terrain où c'est le seul à peu près à faire les efforts. Donc vraiment là je trouve qu'à 10 jours il est quand même temps de serrer les fesses, hein, parce que plus on attend, moins on va vendre cher les joueurs, et on a bien compris que pour acheter, il fallait vendre. Et donc si on n'arrive à vendre qu'au dernier moment, quid des arrivées? Est-ce qu'on va être capable, si ces deux joueurs partent, c'est-à-dire Cherki et Cacré, qui ne sont pas remplacés, est-ce qu'on peut attendre jusqu'au mois de janvier l'arrivée d'Almada et d'un éventuel milieu de terrain? Écoutez, j'ai de forts doutes là-dessus. En tout cas, ça va être le feuilleton de cette fin de mercato. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.